16 janvier 2001, 13 heures. Palais de Marbre, quartier Ma-Campagne, Kinshasa. Dans son bureau, Laurent-Désiré Kabila parle l'avenir. Face à lui, son conseiller économique, Émile Motta. Le sujet ? Un sommet à venir avec la France. Une tentative de réinsertion diplomatique après des années d'isolement. Personne ne s'inquiète, c'est un des siens. Un Kadogo, un de ces jeunes combattants qui, 4 ans plus tôt, ont porté Kabila jusqu'à ce même palais. 3 détonations. Calibre 9 mm. Kabila s'effondre. Pendant 48 heures, le pouvoir ment ou hésite. Le décès n'est confirmé que le 18 janvier. Officiellement, l'assassin s'appelle Rachidi Kassereka. Il a 10 à 8 ans. Il fait partie de la même génération de gamins soldats qui, en mai 1997, ont fait tomber Mobutu et porté Kabila au pouvoir. La boucle se referme sur elle-même. 3 ans et 8 mois plus tôt, Kabila avait promis de ne pas commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur. Mobutu avait régné 32 ans sur un système où le pouvoir personnel dévorait tout jusqu'à finir seul, lâché par les mêmes puissances occidentales qui l'avaient installé. Kabila jurait d'incarner autre chose. Alors, entre la libération de mai 1997 et le coup de feu de janvier 2001, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et pourquoi ceux qui portent un homme au pouvoir finissent-ils si souvent par être ceux qui le font tomber ? Les colonnes de la FDL entrent dans Kinshasa. Des témoins de l'époque, comme la quinoise Chantal Kikaloulou, décrivent des soldats jeunes, en bottes en caoutchouc, portant leurs munitions à même la tête faute d'équipement. Une armée de fortune, presque improvisée, face à un régime de 32 ans qui s'écroule en quelques mois. Ce jour-là, à Kinshasa, c'est la fin de Mobutu Sese Seko. 32 ans de parti unique, de culte de la personnalité, de réseau de pouvoir bâti autour de l'Équateur et des Ngbandi. Kabila, lui, arrive porté par une autre légitimité, celle du maquisard, formé dans les années 1960 dans l'orbite de Dar es Salaam, aux côtés d'un imaginaire panafricain que sa rencontre avec Che Guevara en 1965 continue d'alimenter dans certains récits. On le surnomme déjà Mzee, le sage, en swahili. Une légitimité charismatique, est africaine, à l'opposé des codes zaïrois de Mobutu. Le pays change de nom, le Zaïre redevient la République démocratique du Congo, le fleuve redevient le Congo, le nouveau Zaïre, la monnaie de Mobutu, est remplacé par le franc congolais et qualifié dans le discours officiel de monnaie de la pauvreté. Rupture symbolique totale, en apparence. Kabila, à ce moment précis, tient dans ses mains quelque chose que peu d'hommes politiques congolais ont jamais eu. Une adhésion populaire quasi unanime et la fin d'une guerre, la première guerre du Congo. Ce qu'on ignore encore, ce jour-là, dans la foule, ce que le rapport mapping de l'ONU documentera 13 ans plus tard. Entre octobre 1996 et avril 1997, dans l'ombre de cette même offensive libératrice, des massacres systématiques de réfugiés Hutus ont eu lieu à Rutshuru, à Mugogo, à Kibumba. Des faits que les forces mêmes qui portent Kabila au pouvoir ont commis. Des faits que Kabila, une fois président, empêchera activement d'être enquêté. La libération et le crime naissent littéralement du même mouvement. 11 jours. C'est le temps qu'il faut à Kabila pour révéler la nature de son pouvoir. Le 28 mai 1997, par décret, il s'attribue les pleins pouvoirs exécutifs, législatifs et militaires. Les partis politiques sont suspendus. Les élections, promises pour avril 1999, sont repoussées, elles n'auront jamais lieu. Le décret est confirmé par une source aussi difficile à contester qu'un rapport du département d'État américain de l'époque. Comparons un instant les deux hommes. Mobutu avait bâti son pouvoir sur un coup d'État, puis sur un parti unique, le MPR, pendant l'essentiel de son règne. Kabila, lui, saute directement l'étape du parti unique. Il gouverne par décret, sans même la façade d'un pluralisme contrôlé. La base légale change de forme militaire d'abord, puis décret-loi, mais la logique de concentration reste identique. Le réseau de pouvoir aussi se redessine, sans jamais vraiment se démocratiser. Là où Mobutu s'appuyait sur un ancrage régional, l'Équateur, les Ngbandi Kabila construit son socle autour d'un noyau Katangé et Baluba, des vétérans de la FDL et, progressivement, d'un cercle familial, son propre fils, Joseph Kabila, devient chef d'état-major de l'armée de terre dès 1997. James Kabarebe, officier rwandais, est nommé chef d'état-major des forces armées congolaises. Kabila, chef de l'État, dépend militairement d'un homme qui n'est pas congolais. La souveraineté, proclamée le 17 mai, a, dès le départ, une faille structurelle.
Ce que Kabila a hérité de Mobutu, ce n'est pas son style. 14 mois, c'est tout ce qu'il faut pour que la coalition qui a porté Kabila au pouvoir se retourne contre lui. Le 14 juillet 1998, Kabila limoge Kabarebe. 2 semaines plus tard, les 27 et 28 juillet, il renvoie officiellement les troupes rwandaises et ougandaises présentes sur le sol congolais. Kinshasa exulte à nouveau brièvement. Dans une capitale où la presse officielle reste sous contrôle, c'est la rumeur, la fameuse radio-trottoir, qui circule le plus vite. Kabila viendrait enfin de couper le cordon avec ses parrains étrangers. Le prix de cette rupture tombe en quelques jours. Le 2 août 1998, une mutinerie éclate à Goma et à Bukavu. Elle se structure en un mouvement rebelle, le RCD, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, les mêmes puissances qui, 2 ans plus tôt, avaient porté Kabila à Kinshasa. Une offensive fulgurante, via Kitona, menace directement la capitale. Elle n'est stoppée que par l'intervention militaire d'une coalition improbable. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie. Le pays se retrouve coupé en 2. Fin 1998, un second mouvement rebelle émerge à l'Est, le MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda. Ce qui commence comme une querelle de commandement devient en quelques semaines la deuxième guerre du Congo, un conflit qui finira par impliquer au moins 9 pays africains et qui restera le plus meurtrier sur le continent depuis 1945. Il existe, dans l'histoire politique de la région des Grands Lacs, une hypothèse qui mérite d'être posée sans être présentée comme une certitude absolue. Plus un dirigeant porté au pouvoir par une coalition régionale rompt vite et brutalement avec ses parrains d'origine, plus le conflit qui en résulte tend à être large, régionalisé et long. 14 mois seulement séparent la victoire de l'AFDL de la mutinerie du RCD. Le tempo lui-même, 2 semaines entre le limogeage de Kabarebe et le renvoi des troupes, évoque moins une stratégie nationaliste mûrie de longue date qu'une décision tactique prise dans l'urgence. Et c'est là que le parallèle avec Mobutu se referme le plus étroitement. Mobutu, lui aussi, avait été un allié privilégié occidental, cette fois, pendant toute la guerre froide, avant d'être lâché après 1990, quand ses parrains n'avaient plus d'intérêt stratégique à le maintenir. Kabila vit la même mécanique, en accéléré et à l'envers. C'est lui qui rompt le premier avec Kigali et Kampala, avant même qu'il ne le lâche. Mais le résultat est identique. Un dirigeant de plus en plus seul, dépendant d'alliances de circonstances, pour simplement rester en vie politiquement. Pendant ce temps, un autre dossier s'accumule en silence. Le rapport mapping de l'ONU, publié en 2010, qualifiera les massacres de réfugiés Hutus de 1996 à 1997 de potentiellement génocidaires si prouvés devant un tribunal compétent, une formulation qui, à ce jour, n'a jamais été tranchée judiciairement. Human Rights Watch confirme un fait distinct, mais tout aussi grave. Une fois au pouvoir, Kabila a personnellement contribué à bloquer les enquêtes de l'ONU sur ces massacres en 1997 et 1998. La libération de mai 1997 achève, à l'été 1998, de révéler son vrai visage. Les élections promises pour avril n'ont pas lieu. Kabila continue de gouverner par décret. À Kinshasa, l'hyperinflation dévore le franc congolais, la même monnaie proclamée, 2 ans plus tôt, comme rupture avec la monnaie de la pauvreté de Mobutu. Les files d'attente pour le carburant s'allongent, le pouvoir d'achat s'effondre. Sur le front, la coalition qui menaçait Kinshasa se fissure d'elle-même. En juin, puis en août 1999, des affrontements éclatent à Kisangani entre alliés rwandais et ougandais. Le RCD se scinde en 2 branches rivales. Un accord de cessez-le-feu est signé à Lusaka en juillet, il ne sera jamais pleinement appliqué. En 2000, la MONUC se déploie pour observer un cessez-le-feu qu'elle ne parvient pas à faire respecter. Le pillage des ressources minières par plusieurs armées présentes sur le sol congolais, documenté plus tard par les rapports du groupe d'experts de l'ONU, devient l'économie de fait de la guerre. Kabila, pendant ce temps, se replie. Il se distancie progressivement de sa propre garde, rapprocher ses Kadogos, ses anciens enfants soldats qu'il avait portés jusqu'au palais de marbre. Le mot lui-même, Kadogo, signifie petit en swahili. Ce ne sont plus, aux yeux du pouvoir, des libérateurs. Ce sont un problème d'image internationale et une menace politique diffuse trop autonome, trop politisée, vieillissant dans un système qui n'a plus vraiment besoin d'eux,
Reprenons, une dernière fois, la comparaison avec Mobutu. Le vieux maréchal, à la fin de son règne, s'était retrouvé isolé de ses propres réseaux, lâché par des puissances occidentales qui avaient cessé d'avoir besoin de lui après la guerre froide. Retour au 16 janvier 2001. Rachidi Kassereka entre dans le bureau du Palais de Marbre et tire 3 fois. Il est abattu quelques minutes plus tard, en fuite, par le colonel Edi Kapan, numéro 2 de l'armée, et aide de camp de Kabila. Ce qui est confirmé, recoupé par de multiples sources indépendantes. Kabila a bien été tué par un tir de son propre garde du corps. Ce qui est probable, mais reposant sur un nombre limité de sources primaires vérifiées. Le geste de Kassereka s'inscrirait dans un plan collectif de Kadogo mécontents, surnommé Mbongo Zéro, en partie élaboré, selon certains récits, lors d'une réunion à Brazzaville début janvier 2001. Ce qui reste à ce jour une pure zone d'ombre, qui, au sommet, a réellement commandité ce geste. Le procès militaire de 2003 prononce une vingtaine de condamnations à mort, dont celle d'Edi Kapand commué en prison à vie, puis Kapand gracié en 2023 par le président Félix Tshisekedi. Ce procès a été critiqué par des organisations de défense des droits humains. Un documentaire d'enquête de 2011, Murder in Kinshasa, réexaminera les preuves et mettra en doute l'implication réelle de Kapand lui-même. Il faut être honnête sur ce que l'on sait et sur ce que l'on ne sait pas. Une confusion officielle de 2 jours la mort n'est confirmée que le 18 janvier a nourri, dans la mémoire populaire congolaise, une théorie jamais totalement éteinte, celle d'un Kabila évacué, vivant, vers le Zimbabwe avant de mourir. Un livre publié plus récemment par un témoin, se présentant comme oculaire, relayé en 2026 par un article de Mediacongo.net avance que le procès de 2003 aurait condamné les mauvaises personnes, les véritables commanditaires restant protégés. C'est une thèse défendue par son auteur. Elle n'est, à ce jour, confirmée par aucune source judiciaire indépendante. Archives Congo la mentionne comme telle une allégation attribuée et rien de plus. Ce qui reste, au fond, c'est un détail presque insoutenable de précision. Au moment où il est abattu, Kabila discutait d'un sommet à venir avec la France. Une tentative de sortie de l'isolement, interrompue net. Le 26 janvier 2001, 10 jours après le coup de feu, Joseph Kabila le fils, chef d'état-major de l'armée de terre depuis 1997, resté jusque-là en retrait du premier plan politique, est proclamé président. 25 ans plus tard, personne ne sait avec certitude qui a réellement commandé ce coup de feu. Et c'est peu être la question la plus congolaise de toutes, qui, au sommet, a intérêt à ce qu'on ne le sache jamais. Ce que Kabila nous apprend, c'est qu'un pouvoir bâti sur ceux qu'on a besoin de trahir pour survivre finit toujours par apprendre à ses propres gardiens à faire de même. Et cette loi, on la retrouve partout de Kinshasa à Tripoli. Loi découverte. Un pouvoir qui se maintient en trahissant, tour à tour, chacun de ses propres soutiens finit par enseigner la trahison à son dernier cercle de fidèles, celui qui a les moyens physiques de l'exécuter. Niveau de confiance. 78%, le mécanisme est solidement documenté dans le cas congolais. Rupture avec Kigali, Kampala en 1998, puis rupture avec les Kadogo jusqu'en 2001, mais la chaîne causale exacte entre l'isolement politique de Kabila et le mobile précis de son assassinat reste, par les sources elles-mêmes, présentée comme non tranchée.